Bonjour Jean-Baptiste Djebari, dans votre bureau Bonjour. manifestement au ministère des Transports. Alors, on apprend à l'instant même, par une déclaration de Ben Smith, président d'Air France, que la compagnie envisage de rencontrer les syndicats sur d'éventuelles réductions de ses effectifs. Ce type de réunion préfigure souvent des plans de licenciement importants. Vous êtes ministre des Transports, comment réagissez-vous ? Bon, d'abord, c'est l'annonce de discussion et pas de suppression d'emplois. Mais ce qui est sûr, et on va se dire les choses, c'est que le transport aérien subit une crise absolument inédite. Si les États n'étaient pas là, la plupart des compagnies aériennes seraient, dans quelques semaines ou à l'horizon de quelques semaines, en situation de faillite. Et donc, les États agissent fortement. C'est le cas de l'État français qui, comme vous le savez, non seulement agit au travers du chômage partiel. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 70% des salariés d'Air France sont au chômage partiel, 90% des navigants. Et puis, vous l'avez vu, lu et entendu, l'État met 7 milliards d'euros sur la table pour sauver des dizaines de milliers d'emplois chez Air France. Mais moi, je crois que Ben Smith a raison, en lucidité et en transparence, de poser le sujet avec les syndicats de l'entreprise que je connais bien et qui sont extraordinairement responsables pour à la fois faire part des difficultés, faire part aussi de l'incertitude, parce que la réalité, c'est que personne aujourd'hui, ni vous ni moi, d'ailleurs, ni personne, ne sait dire quelle va être la date de reprise du trafic, la dynamique de reprise du trafic. Donc moi, je pense que Ben Smith, et je suis convaincu que Ben Smith a raison d'abord de poser cet acte de discussion en lucidité et saura mener cette discussion responsable. Mais on va dire les choses, comme vous avez dit. Alors, on va dire les choses. Peut-on bénéficier de 7 milliards d'euros d'argent public venant des impôts des Français pour licencier du personnel ? Alors d'abord, ce n'est pas l'annonce de licenciement ou de suppression. Non, mais on sent que vous êtes prêt, Jean-Baptiste Djebari, on sent que vous êtes prêt à les accepter, ces licenciements. Non, mais ce que je veux bien que ce que tout le monde doit avoir en tête, c'est que sans les 7 milliards d'euros, c'est les 45 000, les 50 000 emplois du groupe Air France-KLM qui sont en danger. Donc là, aujourd'hui, l'État, en mettant 7 milliards d'euros, l'État en soutenant d'ailleurs massivement des dizaines de milliers d'entreprises en France, sauve des dizaines de milliers d'emplois. Et c'est vrai chez Air France-KLM. Donc n'inversons pas la logique. Ben Smith a raison d'être lucide sur ce qui se passe dans le marché, sur le marché du transport aérien. Je rappelle que chez nos voisins, chez British Airways, par exemple, c'est 12 000 emplois qui sont d'ores et déjà annoncés comme étant supprimés. Ben Smith a fait état d'ailleurs beaucoup plus de départs volontaires que de suppression ferme d'emplois, aussi parce que la pyramide des âges chez Air France est un peu différente des autres compagnies aériennes. Donc moi, je fais pleinement confiance à Ben Smith pour mener ces discussions responsables. Mais à combien de licenciements, enfin, si c'était des licenciements, et manifestement, ce n'est pas exclu, à combien de licenciements peut-on s'attendre ? Mais vous savez que là, nous parlons d'annonces, de discussions et non pas de chiffres. Et j'ai rappelé quand même le caractère tout à fait incertain de la reprise du trafic, D'accord. de la dynamique de reprise du trafic. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons besoin d'un grand groupe mondial comme Air France-KLM, que l'État a mis les moyens, que l'État a posé des conditions très claires en matière de performance économique, en matière de transition environnementale, et que nous nous engageons très fort aussi, et notamment au niveau européen, pour qu'il y ait beaucoup plus de régulation sociale. On a vu ces dernières années prospérer des modèles, notamment des modèles low cost, qui finalement ont joué des zones grises du droit européen, qui ont joué du dumping fiscal et social. Et je crois que ça aussi, dans le monde de demain, comme il convient de l'appeler maintenant, ce sont des choses que nous devrons arriver à beaucoup mieux réguler politiquement. Alors, un dernier petit mot sur l'aviation. Après, évidemment, on parlera de la reprise lundi. Est-ce que Orly va rouvrir le 26 juin ? Orly est fermé actuellement. Est-ce qu'Orly va rouvrir le 26 juin, comme vous l'ont demandé 9 compagnies aériennes ? Rapidement. Oui, très rapidement. Bon, j'ai pris l'arrêté de suspension d'Orly le 30 mars. Il y a des demandes effectivement au 26 juin par plusieurs compagnies, dont Transavia. Nous regardons la situation avec ADP. Pour moi, il y a trois conditions. D'abord, qu'on harmonise les procédures sanitaires au niveau européen, parce qu'on ne peut pas penser qu'avec des procédures dissymétriques en Italie, en France, en Allemagne et ailleurs, il y aura une reprise satisfaisante du trafic. Et deuxièmement, que ça satisfasse les conditions d'équilibre économique d'ADP, qui, comme vous le savez aussi, subit cette crise de plein fouet. Donc nous menons ces discussions. J'ai encore une discussion hier avec Augustin Romanet, le patron d'ADP, et ce sont des discussions qui se poursuivent et qui trouveront une résolution, en tout cas une décision très rapide. Donc, vous ne dites ni oui ni non. Passons au déconfinement, c'est lundi. Dans 4 jours, très exactement, eh bien, les métros, il y aura plus de monde dans les transports en commun. À quel pourcentage de reprise d'activité vous attendez-vous ? Par exemple, en Ile-de-France, d'habitude 5 millions de voyageurs. Valérie Pécresse a parlé d'1,5 million. C'est à peu près ce à quoi vous vous attendez ? Non, c'est vrai, c'est assez juste. On attend entre 20 et 30% de la fréquentation habituelle.
à peu près ça, entre 1 million et 1,5 million de personnes. Pour ça, on construit avec la RATP et d'ailleurs partout en France avec la SNCF une offre surabondante, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre beaucoup plus de trains que de voyageurs qui vont circuler à compter du 11. Pour la RATP, ce sera plus de 75% du trafic et on fera rouler dans les endroits les plus fréquentés des lignes quasiment à leur niveau normal. C'est vrai pour les lignes automatiques, c'est vrai pour des lignes qui sont particulièrement fréquentées. Et à la SNCF, on va faire en sorte d'avoir le maximum de trains du quotidien. Donc les TER, les Transilien en Ile-de-France, d'avoir entre 50 et 60% des trains. En revanche, on restera restrictif sur les trains longue distance pour éviter la propagation du virus, comme vous le savez. Alors, parlons de l'Île-de-France et des agglomérations. Est-ce que vous confirmez, Jean-Baptiste Djebari, qu'il faudra une attestation de son employeur pour pouvoir utiliser les transports en commun, avec les heures de présence requises? Alors, ce sont des travaux que nous menons depuis la semaine dernière pour faire deux choses, c'est important. D'abord, pour organiser le télétravail et pour organiser l'étalement des pointes. Et effectivement, nous avons signé hier une charte avec la région, les opérateurs, les employeurs, de manière à ce que, pour lisser les heures d'arrivée dans l'entreprise, d'ailleurs les heures d'arrivée et de départ, et pour étaler, pour désengorger les transports aux heures de pointe, il est prévu, les employeurs se sont engagés à produire des attestations spécifiant les créneaux horaires d'arrivée et donc spécifiant les créneaux d'utilisation des transports en commun. Et donc je confirme cette information, ce guide qui a été signé, qui est d'ailleurs public, et ces engagements qui ont été pris par les entreprises. Donc clairement, moi, si je veux venir travailler lundi, je ne peux pas le prendre sans une attestation de France Télévisions qui me dit que je peux venir travailler de telle heure à telle heure. C'est l'engagement, en tout cas, qu'ont pris les entreprises hier. On va évidemment être... nous, ce qu'on a envie, c'est que ça marche. Vous voyez, M. Bernstein, on n'a pas envie de faire de la vie des Franciliens un parcours du combattant. On a envie que ça marche. Donc, effectivement, on sait qu'en étalement les heures de pointe, on aura moins de monde, donc moins de promiscuité, et donc c'est évidemment meilleur sur le plan sanitaire. C'est sous peine d'amende, c'est-à-dire si quelqu'un n'a pas l'attestation de son employeur, une amende de 135 €? Non, pour l'instant, nous envisageons... Pour l'instant, ce qui est écrit dans le projet de loi, c'est que nous ferons des contrôles. Donc, on peut envisager que si vous arrivez devant une station de métro et que vous n'avez pas cette attestation, il y aura un contrôle et qu'on pourra possiblement vous refuser l'entrée dans les transports en commun. Vous refusez l'entrée? En l'état, ce qui est écrit, et vous savez que le débat se poursuit au Parlement, en l'état, c'est ce qui est écrit dans le projet de loi. Nous prévoyons un contrôle de ces attestations, le cas échéant. Tout ça va continuer à discuter. Nous avons, sous l'égide du président de la République, une réunion à 9h. Ce sont des modalités fines que nous allons caler dans les minutes qui suivent. Mais en l'état, c'est effectivement ce que prévoit le texte. Contrôle opéré par qui? On sait que la présidente de la RATP, par exemple, a demandé que des policiers soient affectés aux entreprises pour faire tous ces contrôles. Y aura-t-il des policiers? Y aura-t-il des agents de sécurité? Qui feront tous ces contrôles qui pourraient être massifs, si je vous ai bien compris? Bon, alors d'abord, vous savez que nous allons réguler l'accès aux transports en commun, notamment avec l'obligation du port du masque. Donc, nous avons mis en place réguler. Pour réguler, il faut des gens. Absolument, à la fois par les forces de l'ordre. Plusieurs centaines de forces de l'ordre sont prévues à compter du 11 mai aux abords des gares, dans les gares, pour aider les opérateurs de sûreté et de sécurité de la RATP et de la SNCF. Et plusieurs milliers de personnes vont à la SNCF comme à la RATP. Ce sont deux organismes qui sont dédiés, internes à ces entreprises, vont pratiquer, et d'ailleurs sont assermentés par la loi pour pratiquer ces contrôles, à la fois du port du masque et, le cas échéant, effectivement, prononcer les sanctions. Puisque là, dans ce cas-là, une sanction est prévue par le texte de... Quelqu'un qui n'a pas de masque ne rentre pas dans une station de métro, par exemple, ne peut pas prendre un bus? Bon, d'abord, l'objectif, je le redis, c'est que on assure la sécurité sanitaire dans les transports. Et vous savez que les transports sont un lieu particulier où on a beaucoup de croisements et plus de promiscuité qu'ailleurs, plus de proximité qu'ailleurs. Donc le principe, c'est qu'on va d'abord aider à distribuer des masques. J'ai fait l'annonce il y a quelques jours de ces 9,5 millions de masques que nous allons distribuer, notamment pour faire l'appoint les premiers jours. Donc, nous sommes bien dans une démarche d'accompagnement. Distribution, c'est gratuit? Pour l'appoint, ce sont des masques à usage unique. Ce sont personnes qui n'auraient pas pu s'en procurer les premiers jours. Et donc, il y a vraiment un accompagnement, une action bienveillante vis-à-vis des Franciliens, notamment, et des Français qui, demain, auront, en tout cas à compter du 11 mai, auront à prendre les transports en commun. Ensuite, il y a effectivement des contrôles qui vont être mis en place, on en a parlé. Ça, c'est pour assurer que chacun porte un masque et que la sécurité sanitaire, qui est une œuvre collective, soit bien assurée. Et puis, le cas échéant, effectivement, nous prévoyons dans le texte de loi des sanctions, une amende en l'occurrence, qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans la presse. Un salarié d'une entreprise de transport qui ne s'estimerait pas assez protégé, par exemple un chauffeur de bus, pourra-t-il faire valoir son droit de retrait à partir de lundi?
Bon, d'abord, le droit de retrait il est prévu dans le droit et vous savez que ça correspond à des mesures, en tout cas à des circonstances très précises quand vous êtes face à, en gros, un danger pour votre propre vie. Ça satisfait des critères juridiques très Un, clairs. un Nous, conducteur de bus pourrait estimer qu'il est face à un danger. vous savez, c'est l'appréciation individuelle. Nous, ce que nous tentons d'organiser, c'est deux choses. D'abord, on est évidemment très conscient de la vie très concrète, très pratique des chauffeurs de bus. Donc, la RATP et par ailleurs les autres opérateurs de bus ont mis en place des systèmes, notamment des systèmes d'alerte. Je vous l'ai dit, les opérateurs de sécurité sont mobilisés. Moi, j'ai été très clair sur le sujet. Si nous observons des dysfonctionnements d'ordre public ou d'ordre sanitaire, en tout cas, si les mesures de sécurité sanitaire ne sont pas satisfaites de façon correcte, alors nous n'hésiterons pas à fermer ici et là telle ligne de bus, telle ligne de tram, telle ligne de tramway, parce que la sécurité sanitaire, c'est bien l'impératif dans cette séquence. En tout cas, c'est l'impératif premier de ce gouvernement dans cette séquence compliquée qui s'ouvre à compter du 11. Il nous reste une minute pour une question un petit peu plus générale. Est-ce qu'il faut s'habituer à un monde où on va moins se déplacer au quotidien pour aller travailler, moins se déplacer pour partir en vacances, un monde avec moins de transport? Question au ministre des Transports, justement. Eh bien, c'est une belle question philosophique que vous posez là. Bon, moi, je pense qu'il y aura forcément des pratiques qui vont changer. Par exemple, le vélo va devenir très certainement dans les zones urbaines une façon privilégiée de se déplacer. Je pense que oui, le télétravail, peut-être pour partie, pas forcément tout le temps, mais pour partie, va devenir un mode de travail privilégié. Mais après, je pense que les déplacements, les transports, et notamment la démocratisation des transports, participent en quelque sorte de la pacification des peuples. Et donc, je pense que le transport a un bon jour devant lui, mais dans des circonstances et peut-être avec des modalités un peu différentes. Merci infiniment. Jean-Baptiste Djebari qui nous a donc dit qu'il accompagnerait Ben Smith dans des discussions pour des éventuelles suppressions de postes à Air France. Merci beaucoup, bonne journée, bon courage pour les jours qui suivent.